Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Pénurie de matières premières, inflation, flambée des coûts de l'énergie, la crise est mondiale. Êtes-vous prêt à faire des économies d'énergie et de quelle manière? On vous a posé la question. Le préfet Laurent Touvet, accompagné par la sous-préfète Dominique Laurent, était dans le Pays de Bitche pour visiter quelques points clés du parc naturel régional des Vosges du Nord. Les représentants du parc et de l'ONF, l'Office national des forêts, ont présenté le plan paysage qui a pour but de valoriser le patrimoine naturel auprès des touristes et des randonneurs. C'est la rentrée au Conservatoire à rayonnement communal de Sarreguemines. Il est encore possible de s'inscrire jusqu'à fin septembre. 32 disciplines sont proposées dans les 3 domaines artistiques, musique, danse et art dramatique. Plusieurs formules sont proposées et il y a des nouveautés en termes de tarification. Messe d'installation pour le nouvel évêque de Metz dans la cathédrale Saint-Étienne. Près de 1500 fidèles ont assisté à cette messe de 2h30. Monseigneur Philippe Ballot succède à Monseigneur Laglaise, démissionnaire pour raison de santé. Il est le 104e évêque de Metz. On fera aussi un large focus sur les 300 ans de Götzenbrück. On s'intéressera aux spécificités de ce village si particulier du Pays de Bitche. Son passé de verrier, mais aussi son patrimoine bâti hérité de son histoire. Le présent et l'avenir sont placés sous le signe de la crise énergétique mondiale. Pénurie de matières premières, flambée des prix font partie du quotidien. Et vous, êtes-vous prêt à faire des économies d'énergie? Lesquelles? Comment? Autant de questions qui se posent, d'autant plus que l'automne puis l'hiver approchent. Pour en savoir plus, nous avons sondé les Bitchois, un micro-trottoir signé David Orès. Actuellement, on vit une crise énergétique mondiale avec la pénurie de matières premières et la flambée des prix. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme économie d'énergie? D'abord, je vais couper l'électricité autant que possible. Moi, personnellement, je me chauffe au gaz. Et là, ça va être dur pour cet hiver. Ça va augmenter. Et ça me prend à la gorge. Je suis prête à réduire les trajets, à essayer de faire seulement ce qui est nécessaire, tout en gardant quand même certains loisirs et certains plaisirs. Après, je pense qu'on peut tous faire de petites économies concernant le quotidien en limitant la consommation d'électricité par les petits gestes simples. Il faut éteindre tout ce qui est en veille le soir avant d'aller au lit, tout ce qui est téléphone, télé, ordi, il faut couper toutes ces veilles-là. Et il faut réduire en même temps l'énergie lumineuse de nos lampes. Il faut passer carrément de 60-80 à 40 watts. Il faut surtout utiliser moins sa voiture et puis faire davantage de vélo et de marche à pied. Au niveau de l'eau, on récupère beaucoup l'eau de vaisselle, l'eau des mains pour faire l'arrosage des plantes extérieures. Sur le chauffage, nous personnellement on chauffe déjà à 20 maxi, donc je pense que ça va être compliqué si on a un hiver rude de chauffer moins. On verra si c'est possible ou pas, mais c'est sur des petits gestes du quotidien qu'on applique déjà. On a l'inflation déjà sur l'alimentaire, donc je pense qu'on a tous là un coût de la vie et un pouvoir d'achat qui change. On ne pourra pas, je pense, faire beaucoup mieux, on va essayer. Je suis au maximum d'économie. Il ne me faut pratiquement pas de fioul. J'en utilise à peu près 10 litres par année. Le reste, c'est le photovoltaïque. On peut toujours faire des choses en plus. Maintenant, il nous faudrait un peu des exemples parce qu'on n'a pas l'habitude et qu'on nous apporte un peu des solutions durables pour que tout le monde économise et que qu'il y ait un impact réel, quoi. Voilà. Il faudrait qu'on s'unisse pour que la guerre en Ukraine prenne une fin le plus rapidement possible. Et ça ne dépend pas de moi, mais de nos dirigeants. Hier matin, le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a fait le déplacement dans le Pays de Bitche. Il a visité quelques points clés du parc naturel régional des Vosges du Nord. Les représentants du parc et de l'ONF lui ont expliqué les objectifs du plan paysage, un plan qui vise à améliorer les aménagements sur certains sites fréquentés pour valoriser le patrimoine naturel auprès des touristes. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Préserver le patrimoine et l'utiliser comme outil de découverte. Voici les enjeux présentés par les représentants du parc naturel régional des Vosges du Nord auprès du préfet de la Moselle et de la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines. Laurent Touvet a pu découvrir un panel des actions menées par le parc.
Plusieurs réalisations et projets ont été évoqués. Le travail n'est pas terminé avec le parc naturel régional des Vosges du Nord et son équipe pour faire partager cette expérience. Nul ne réinvente l'eau tiède chaque jour, si je puis dire. Il faut s'appuyer sur ceux qui ont déjà des réalisations, des succès, et on voit que c'est tout à fait essentiel. Ici, il y a un patrimoine naturel très riche, un patrimoine bâti, ancien, qui est apprécié, qui est recherché. Ce parcours était composé de plusieurs étapes. Une visite de la Hutte près de Larnsbourg à Berenthal qui met en valeur le GR 53. Une montée sur les ruines du château du Ramstein. Ce site est aménagé par la commune de Berenthal pour en faire un point de vue sécurisé pour les touristes. La visite s'est terminée sur la présentation d'un futur espace homme-nature qui sera installé au centre-bourg de Sturzelbronn. Une galerie ouverte qui sera dédiée à la médiation autour de la nature. Cette visite était aussi l'occasion d'évoquer les problématiques actuelles liées au réchauffement climatique. Une grosse opération qui vient de se terminer, c'est le projet Life Biocorridor, plus de 5 millions d'euros qui ont été mobilisés pour rétablir des quantités écologiques du côté français et du côté allemand, puisque je rappelle que nous sommes réserve de biosphère transfrontalière. Et là, effectivement, on est aussi à la recherche d'une réflexion nouvelle sur cette question en particulier de l'habitat et de la rénovation du bâti ancien. Tous les projets d'aménagement et de valorisation du patrimoine naturel sont inscrits dans le plan paysage mené par le parc. Des objectifs essentiels pour faire face à la forte attractivité de certains sites. On reste dans le domaine de la nature, avis aux férus de jardinage mais aussi aux non-initiés en quête d'idées fertiles. Dimanche a lieu la traditionnelle fête des bulbes au Jardin pour la Paix à Bitche. Horticulteurs, producteurs spécialisés de bulbes géants et de vivaces, créateurs et vendeurs d'articles de décoration de jardin seront au rendez-vous de 11h à 18h. Il y aura aussi des produits du terroir, des démonstrations, des dégustations et des ateliers. Couleur, période de floraison, taille, à vous de voir quels sont vos critères pour faire votre choix. Rien que sur le stand des jardiniers de la ville de Bitche, vous pourrez hésiter entre 8460 pièces issues de plus de 60 variétés. Et argument supplémentaire pour profiter de la fête des bulbes, c'est l'occasion de visiter gratuitement le Jardin pour la Paix. Alors il y a ceux qui cultivent et ceux qui se cultivent et l'un n'empêche pas l'autre. Hier se déroulaient les traditionnelles portes ouvertes du Conservatoire à rayonnement communal de Sarreguemines. L'occasion pour le public de découvrir les 32 disciplines enseignées dans cet établissement par 26 professeurs. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. On va loin, on grandit. Très bien. Si vous souhaitez apprendre la danse, le théâtre ou la musique, le Conservatoire de Sarreguemines peut être fait pour vous. Sont enseignés ici tous les instruments de l'orchestre, les vents, les percussions, les cordes, avec parfois des disciplines peu courantes comme la harpe que les élèves peuvent apprendre ici. 32 disciplines sont proposées, dont une petite nouvelle. La nouveauté cette année, c'est qu'il y a de la guitare jazz. Il y a des ateliers guitare jazz qui sont ouverts. Autre changement mis en place cette année, la tarification au quotient familial pour les Sarregueminois. Les habitants de Sarreguemines disposant de faibles revenus devront payer pour eux ou leurs enfants 50 € par personne et par trimestre. Un moyen de rendre l'apprentissage d'un instrument à la portée de familles aux moyens modestes. Autre nouveauté, la mise en place de parcours individualisés pour les adultes qui ne veulent que faire de la pratique collective, orchestre et autres ensembles divers, et la création d'un parcours amateur pour les musiciens déjà inscrits à l'harmonie et qui ont besoin d'un coup de pouce à certains moments de l'année pour s'améliorer dans la pratique de leur instrument. L'ensemble de ces changements pourrait permettre au conservatoire d'accroître ses effectifs, même si pour l'instant les effets sont imperceptibles. On est dans la fourchette normale du conservatoire à cette date-là. On est autour de 500 élèves à peu près. Ça va monter encore un petit peu puisque les effectifs vont bouger encore au mois de septembre. Avec des mouvements d'ailleurs dans les deux sens. Il y a des parents qui vont s'inscrire et puis il y aura des désinscriptions quand certains parents se rendent compte que c'est difficile de concilier toutes les activités des enfants et plus la musique. Il arrive aussi qu'on ait malheureusement quelques départs dans cette période-là. Les inscriptions au conservatoire sont possibles jusqu'à la fin du mois de septembre. Les enfants peuvent venir prendre des cours dès l'âge de 5 ans. Après avoir été nommé en juillet par le pape François, Monseigneur Philippe Ballot s'est installé dimanche en tant que nouvel évêque de Metz, succédant à Monseigneur Laglaise, démissionnaire pour des raisons de santé. Il est désormais le 104e évêque de Metz. Colline L'Expert a assisté à sa messe d'installation à la cathédrale Saint-Étienne. Au vénérable frère Philippe Ballot, élu évêque de Metz.
C'est après la lecture de la bulle papale que Monseigneur Ballot, 65 ans, s'est installé dans la cathèdre, le siège liturgique réservé à l'évêque. Après avoir été vicaire et aumônier à Besançon, évêque de Maurienne et Tarentaise, ou plus récemment archevêque de Chambéry, c'est le pape François et le président de la République qui lui confient ce nouveau rôle. Sous le regard de 1500 personnes depuis la lanterne du Bon Dieu, mais aussi diffusée en ligne et dans la cathédrale Notre-Dame, Monseigneur Ballot a fait savoir son émotion. Une émotion partagée par les enfants de chœur présents pour cette messe d'installation. Quand il est arrivé dans la sacristie, on était tous en ligne pour l'accueillir et la première chose qu'il a dit, il nous a regardé en disant merci les servants d'être là et tout ça, donc très très bonne impression dès le départ. C'est vrai que on a un rôle qui est assez discret et il est arrivé en nous remerciant, donc c'était déjà une très belle attention et on sent que c'est quelqu'un qui est proche des gens, qui a beaucoup d'amour. Les 2h30 de célébration en chant et en musique ont aussi conquis le cœur des fidèles présents à la messe. C'était vraiment émouvant. Je pense qu'on l'a porté, on l'a accueilli. Et voilà, maintenant, on va continuer ensemble avec lui. Je pense que c'est quelqu'un de très accueillant. Alors on a envie de le connaître encore mieux. Du côté du diocèse, au-delà de la messe d'installation, tout a été mis en œuvre pour réserver un bon accueil au successeur de Monseigneur Laglaise, qui pourrait donner un nouvel élan. Sa devise, c'est l'espérance. Il va à la rencontre des personnes, il s'informe. Oui, ça devrait aller. Bon, il faut lui laisser le temps. Il a déjà choisi son état-major, après il reverra petit à petit. Il fasse connaissance des personnes et des lieux. Il y a du travail, c'est sûr, parce qu'il y a un manque de prêtres, les diacres sont aussi à recruter, si j'ose dire. De nombreuses missions attendent donc le 104e évêque de Metz, qui participera dès le 8 septembre à la présidence du pèlerinage du diocèse de Metz en Meurthe-et-Moselle. Dernière info concernant Wölflin, les conditions sanitaires n'étaient pas réunies à temps pour se lancer dans une manifestation d'une telle envergure. Il vous faudra attendre l'an prochain pour célébrer la 20e édition de la fête de la pomme de terre. Pour patienter, la commune vous propose ce samedi 10 septembre une fête des étoiles. Dès 16h, les enfants pourront participer à un atelier de confection de lampions avant d'avoir droit à 20h à une balade comptée. Buvette, restauration et musique manouche sont au programme tout au long de la soirée. Et à 22h, vous pourrez tous observer les étoiles si le ciel le permet. Sinon, ce seront des explications agrémentées d'une projection. À noter que des lieux abrités sont prévus. La manifestation aura donc lieu quelle que soit la météo. Et justement, c'est l'heure pour nous de regarder les prévisions pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le ciel est bien nuageux avec seulement quelques éclaircies. Dès le matin, des averses sont possibles. L'après-midi, les nuages deviennent plus menaçants et des orages éclatent en fin de journée. Les températures sont en baisse. Il fera 13 degrés le matin, 20 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Halin. Le soleil se lève à 7h03 et se couche à 20h01. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à la rencontre de vos émotions dès le 28 septembre prochain. Au programme, 19 spectacles, de la danse, de la musique, de l'humour et du théâtre en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du mardi 13 septembre à 10h en ligne, par courrier ou sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'Office de tourisme. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Musique Good Deal.
Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Est-ce que vous vous souvenez, l'an dernier, la Chale, Société d'Histoire et d'Archéologie de Lorraine, a proposé une grande exposition retraçant les 300 ans de Götzenbrück. C'est sur la base de ces recherches que notre magazine Histoire d'Histoire vous emmène sur le terrain pour vous raconter ce qui fait de Götzenbrück un village singulier du pays de Bitche. Je vous laisse découvrir en vous souhaitant déjà une très bonne journée. À bientôt. Götzenbrück, commune de 1500 habitants perchée à 432 mètres d'altitude dans le pays de Bitche. Il y a 300 ans, l'installation d'une verrerie entre le Schweizerberg et Sarainsberg par les maîtres verriers Walter Berger et Rimlinger donne naissance à ce village qui au fil du temps deviendra emblématique pour le pays du verre. Götzenbrück, gros village du pays de Bitche, a plusieurs particularités, notamment celle d'avoir été fondé il y a 300 ans par des maîtres verriers venus du village voisin de Meisenthal. Alors situé en bordure de l'Alsace, dans la forêt domaniale de Mutterhus, il ne ressemble pas au village voisin dans le pays découvert. Il a notamment un patrimoine local très particulier lié au verre. Götzenbrück, étymologiquement, voudrait dire la statue d'un saint posée sur un pont, ou autrement, un pont en bois posé sur un marécage. La question demeure. Alors nous avons ici une hache en pierre polie qui vient d'une carrière de Saint-Amarin dans les Vosges. Et cette hache a été trouvée à Götzenbrück, au Weisserpool, où il y avait des travaux. On avait décapé ce terrain qui est un peu plus bas et la terre avait été transportée là-haut sur le Weisserpool. Mais on ne savait pas vraiment si cette pierre venait de là-haut où on l'avait trouvée. Donc j'ai demandé à un ouvrier et il m'a dit la terre vient du remblai de ce bâtiment qui a été décapé. Après j'ai rencontré M. Petri, qui est tailleur de pierre et qui m'a dit avoir trouvé quand il était jeune, d'avoir ramassé un caillou qu'un jeune lui avait lancé. Et ce caillou c'était un silex taillé. Et donc on s'est rendu compte que cette hache pouvait bien venir de cet endroit-là. C'est presque sûr que les fonds de vallée étaient marécageux et qu'il était très difficile de se déplacer là. Et donc il s'est déplacé plutôt sur les sommets. Les sommets c'était aussi une protection parce qu'ils voyaient arriver l'ennemi, hein, s'ils en avaient. Hein, c'est là où ils s'installaient. C'est là où ils chassaient, c'est là où les femmes cherchaient l'eau, ils se mettaient près des sources et ainsi de suite. Les premiers occupants de ces hauteurs installent ce menhir, le Breitenstein, qui se trouve aujourd'hui sur le banc de Meisenthal. Il doit marquer une limite de territoire, du moins c'est l'une des hypothèses avancées par les historiens. Christianisé vers la fin du XVIIIe siècle, aujourd'hui le Breitenstein est plus connu comme pierre des 12 apôtres. En tout cas, ces gens étaient nomades, ils s'installaient pour quelque temps, peut-être pour l'été aussi, on ne sait pas. Hein. Et ils taillaient leurs outils et après ils repartaient, soit ils redescendaient vers le sud ou alors
Je ne sais pas, on ne sait pas exactement. Hein. Il faut signaler aussi que tous ces objets ont été déclarés à la DRAC de Metz, à la Direction régionale des affaires culturelles, et que quand on trouve un objet, il est bien de le signaler en mairie pour que l'objet ne soit pas perdu. C'est dommage, c'est pour la postérité que les gens sachent d'où l'on vient et à quoi servaient ces objets. Les villages verriers du pays de Bitche, Sourth, Meisenthal, Götzenbrück, Lemberg, ont la particularité d'être en bordure des Vosges du Nord et sur la ligne de séparation des eaux entre le Rhin et la Sarre. Une autre caractéristique moins connue, c'est que Götzenbrück, Meisenthal, Wolfsberg est situé sur une faille géologique. Cette faille présente donc une continuité géologique, mais aussi historique, d'installation des verriers depuis Sourth-Wolfsberg, Meisenthal jusqu'ici Götzenbrück. Les forêts du comté de Bitche n'ont pas été exploitées jusqu'au XVIIe siècle. XVIIIe siècle, création des verreries et de la forge de Mouterhouse. Donc, ces forêts ont été partagées entre ces différentes entreprises car il fallait bien du combustible. On retrouvait sur le banc de Götzenbrück deux moulins. Le premier, le moulin d'Altorn, qui a été fondé après la Révolution. Le second, où nous nous trouvons, le moulin de Klabach, que le duc a autorisé, vu l'expansion de la verrerie, de la population et des cultures, pour moulin à blé en 1735. Ce moulin finalement n'a été construit qu'en 1779 et on trouvait sur le linteau encore du moulin la date de 1783. Ces deux moulins aujourd'hui malheureusement ont disparu. La particularité de ces deux moulins, c'est qu'ils ont servi au XIXe siècle comme taillerie sur cristaux pour la verrerie de Saint-Louis-les-Bitches. Alors, architecturalement parlant, Götzenbrück s'inscrit dans le patrimoine du parc naturel régional des Vosges du Nord. Donc on a une permanence dans ces patrimoines qui sont liés aux ressources du territoire. Donc on a des patrimoines qui sont construits en grès essentiellement, et on va le voir dans les modèles nature sur les éléments d'architecture, et sur les typologies. Et à Götzenbrück, on a trois typologies, ce qui est assez rare de retrouver les trois typologies de bâtiments dans le même village. Et en l'occurrence, on a des maisons qui sont des fermes blocs. Tout se passe sous un seul même toit. On a des bâtiments qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus forts en termes d'architecture, qui sont des maisons urbaines et qui ont une grande prestance. Et on a aussi quelque chose qui est assez singulier, c'est des maisons ouvrières qui sont beaucoup plus modestes en taille, ce qui permettait à des gens de louer leur temps ou de développer des activités artisanales. Alors là, on se retrouve devant une des maisons les plus anciennes de Götzenbrück. Et c'est une maison qui avait certainement différentes fonctions et à mon avis, c'était certainement un hôtel. En fait, c'était une maison qui devait accueillir du public qui était en transit entre Bitche et puis l'Alsace, toute proche. On est vraiment sur la route et on est au débouché de cette route. Et vous voyez la partie là, c'est de l'habitat. Et il y a beaucoup trop de fenêtres pour un habitat. Il y avait certainement des chambres. Et là où aujourd'hui il y a le tabac et on va dire la maison qui est à vendre, il y avait certainement les écuries. Et c'était peut-être un hôtel avec un relais de poste. Donc du coup, c'était un bâtiment très structurant pour la commune parce que ça permettait de gérer les flux. Ici, on est devant un patrimoine vraiment singulier de la commune, c'est une maison urbaine. En fait, on retrouvait ça dans certaines villes et dans certains bourgs, et en l'occurrence, à Götzenbrück, c'est une des qualités du village d'en avoir un certain nombre. Et celle-ci est extrêmement belle, extrêmement bien construite. Et on est tout début 19e siècle. Donc, on est sur une architecture moderne pour l'époque. On a un travail sur une architecture classique avec la corniche, le couronnement, avec un travail sur les jambages de la porte d'entrée, ce qui montrait l'importance du lieu. Et si on regarde l'ensemble du bâtiment, on se rend compte que c'est un bâtiment qui n'intègre que du logis, que de l'appartement. Il n'y a pas de fonction d'activité.
il n'y a pas de fonction agricole. Donc on est sur un bâtiment qui permet à un maître verrier ou à une personne qui gère un site d'y habiter. Le village de Götzenbrück est fondé en 1721 par plusieurs maîtres verriers. Et très rapidement, sans qu'on connaisse la date précise, une première chapelle est construite, est érigée à l'emplacement de ce qu'on appelle actuellement l'ancienne chapelle des verriers. Donc on ne connaît pas la date, mais on sait que dès 1724, une croix existe à cet endroit. Il en reste une partie avec la date et avec les initiales de chacun des 5 premiers maîtres verriers. Elle est toujours dans le cœur de l'ancienne chapelle. Donc à partir de la construction du village et tout au long du XVIIIe siècle, le village de Götzenbrück, donc qui grossit progressivement, dépend de la paroisse de Sourtes. En 1802, Götzenbrück n'est pas encore une paroisse, mais une succursale. Un prêtre permanent est installé au village et la chapelle s'avère trop petite face au développement démographique de la commune. En 1813, elle est donc agrandie et c'est le bâtiment que l'on peut voir encore aujourd'hui. Mais la chapelle sera malgré tout très vite trop petite. En 1863, l'évêque estime qu'une nouvelle église est nécessaire. Les travaux durent 4 ans, le bâtiment est immense et domine le village. Le nouvel édifice est béni en 1866, il est consacré par l'évêque en 1871. Donc on voit ces dimensions imposantes, notamment sur la façade. C'est assez rare dans le Beacherland, vous avez 3 niveaux sur la façade, avec une rosace au milieu. Vous avez aussi une petite originalité avec le clocher, puisqu'il débute par une forme carrée qui devient ensuite octogonale sur le dessus. Götzenbrück attendra 1887 pour devenir une paroisse à part entière. L'église abrite de beaux trésors comme cette chaire installée en 1907 et qui porte plusieurs figures bibliques. Les 3 beaux autels qui sont encore aujourd'hui dans l'église sont installés en 1894 par la maison Jacquemin de Metz. Et dans la foulée, en 1897, la paroisse et la commune font installer de très beaux vitraux qui malheureusement ont été pour la plupart abîmés, soufflés pendant la Seconde Guerre mondiale. Seuls subsistent ceux du transept, qui sont toujours les vitraux d'origine. Tous les autres datent des années 1950. Donc, lorsque l'église est construite ensuite dans les années 1860, eh bien, c'est la verrerie toute voisine qui rachète l'ancienne chapelle en 1867 et qui la transforme. Donc entrepôt, et rapidement, au premier étage, on organise un atelier de fabrication de décoration des boules de Noël qui étaient si fameuses. Donc ça explique que le bâtiment a été fortement modifié. On le voit bien dans l'extérieur, donc ils ont créé un niveau intermédiaire à l'intérieur. On n'a plus du tout l'espace sur toute la hauteur du bâtiment qu'on avait quand il servait de chapelle. Et on a rajouté, donc on a percé des fenêtres modernes qui dénaturent un peu la façade sur la hauteur du bâtiment. À ses débuts, la verrerie travaille la gobletterie comme ses voisines de Meisenthal et Saint-Louis, on va très vite passer à la fabrication de verres de montre et de lunettes. Il y a eu la révolution industrielle, le 19e siècle. Et là, Götzenbrück a pris un chemin différent et a connu le plus grand développement, son apogée, si on peut dire, avec des produits purement industriels, notamment du verre de lunettes. Et Götzenbrück est devenu le leader mondial en qualité et aussi en quantité, quoi, avec des comptoirs à Londres, à Genève, dans le Jura, à New York. Et la marque, c'était pas Götzenbrück ni Bergaud, c'était Verre Fin de Paris. On savait se vendre à l'époque, et puis la qualité, elle était supérieure, notamment à ce que fabriquaient les concurrents, notamment allemands, dont Zeiss. L'entreprise fera face à plusieurs crises entre les 2 guerres mondiales. À la Libération, 2 usines poursuivent l'aventure, Mont-Royal et Vergaud. Vergaud sera reprise par Sola,
qui en 2006 décide de délocaliser l'unité de production au Mexique. C'est la fin de l'aventure. Mont-Royal est aujourd'hui le dernier vestige encore en activité de l'aventure verrière de Goetzenbruck, bien que l'entreprise travaille des verres organiques. Au XIXe siècle, Goetzenbruck s'était lancé dans la production de boules de Noël en verre. La production se faisait ici, dans l'ancienne chapelle des Verriers. Il y a 20 ans, le Centre international d'art verrier de Meisenthal a repris le flambeau pour perpétuer ce savoir-faire. Et l'histoire continue. En 2019, certains bâtiments de Sola sont rasés. Le site est dépollué et se transforme. Alors il y a bien sûr eu les financeurs, mais il y a aussi le PFL, établissement foncier de Lorraine, qui a donné un énorme coup de main. Sans eux, rien n'aurait été possible, parce qu'ils ont tout pris en charge, la dépollution, les études qu'il fallait faire pour avoir les autorisations adéquates. Alors c'était important aussi de garder ces immeubles très robustes en style Bauhaus, qui sont magnifiques, et qu'on a gardé, et on ne désespère pas de leur donner une activité réelle, pour que c'est pas uniquement que ça ne reste pas des bâtiments vides. La place des Verriers permet en 2021 de célébrer en grande pompe les 300 ans d'histoire de Goetzenbruck. Goetzenbruck devra rester un beau village et un village où il fait bon vivre. On est déjà fiers de tout ce qui s'est fait à Goetzenbruck pendant ces 300 ans. On peut que être fiers devant ses ancêtres qui ont bien travaillé bien plus durement qu'aujourd'hui. Les métiers manuels, c'est pas de tout repos, mais à l'époque, ce que faisaient ces verriers, on peut que être dubitatif et admiratif.